Mon copain m'a envoyé un texto, je reste chez Béatrice ce soir, ne m'attends pas, j'ai répondu, merci de m'avoir prévenu. Ensuite, j'ai emballé toute sa vie dans des cartons et je les ai laissés devant la porte de celle-ci. Son appel paniqué à 3 heures du matin n'était que le début. Je m'appelle Audrey, et je veux vous raconter une histoire. C'est l'histoire de comment toute ma vie, une vie que je croyais parfaite, s'est effondrée et a été reconstruite en l'espace d'environ une semaine. Si vous m'aviez rencontré il y a peu, vous auriez vu une femme qui croyait avoir tout compris. J'ai 25 ans. J'ai une carrière stable dans la conception de logiciels pour laquelle j'ai travaillé dur, un appartement confortable qui était mon petit sanctuaire, et un petit ami que je pensais épouser. Il s'appelait Spencer. Pendant 2 ans, Spencer a été mon monde. Il avait ce sourire de gamin qui pouvait faire fondre une mauvaise journée. Il était du genre charmant qui vous prend par surprise. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue dans un jardin, un été. Je me souviens qu'il a passé 1 heure à me parler de ma passion pour les romans de science-fiction vintage, posant des questions, semblant véritablement fasciné. Il vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'étais complètement séduite. Nos premières années étaient, eh bien, elles étaient bonnes. Nous avons fait un road trip le long de la côte un automne, chantant sur de la musique horrible des années 90, nous arrêtant à chaque petit restaurant de bord de route. Il se souvenait des petites choses, comme la façon dont je prenais mon café ou mon type de fleur préféré. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que sa présence dans ma vie était le destin. Environ 8 mois avant que tout n'arrive, il a emménagé dans mon appartement. Cela semblait être la prochaine étape naturelle. Vous savez, nous étions sérieux. Nous construisions un avenir. Il avait été licencié de son poste en marketing quelques mois auparavant. C'était un coup dur pour son ego. Je pouvais le voir. Il essayait de lancer une nouvelle entreprise de conseil. Et il a promis qu'il commencerait à économiser pour l'avenir, pour notre avenir, dès que les choses décolleraient. Il s'asseyait à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, élaborant des plans d'affaires et parlant du potentiel énorme. Alors, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Nous sommes une équipe, lui avais-je dit en lui massant les épaules pendant qu'il fixait des feuilles de calcul. Mon salaire peut nous couvrir pendant un certain temps. Concentre-toi sur la construction de ton rêve. Et je le pensais. Je couvrais le loyer, les charges, les courses, tout. Ça ne me dérangeait vraiment pas. Je l'aimais et je croyais en lui. Je voyais ça comme un investissement dans la vie que nous construisions ensemble. Je rentrais de ma propre longue journée au bureau et je préparais le dîner pendant qu'il était en appels importants. Je payais la facture de la carte de crédit à la fin du mois, voyant ses déjeuners et ses cafés sur le relevé, et je me disais que c'était une dépense professionnelle, une partie du réseautage qu'il devait faire. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. C'était un changement subtil, du genre que vous vous persuadez presque d'imaginer parce que l'alternative est trop douloureuse à envisager. L'énergie ambitieuse qu'il avait au début s'était aigrie en autre chose, quelque chose d'apathique et de secret. Spencer était censé travailler tard tout le temps, collé à son ordinateur portable dans notre chambre d'amis, mais il ne semblait jamais avoir grand-chose à montrer. Il n'y avait pas de nouveaux clients, pas de progrès qu'il pouvait m'expliquer. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ce n'était que des propos vagues sur le réseautage et la mise en place de choses. Et puis il y avait son téléphone. Pendant très longtemps, son téléphone n'était qu'un objet technologique. Il le laissait sur la table basse, sur le comptoir de la cuisine, face visible, sans y penser. Mais au cours des derniers mois, c'était devenu une extension de sa main. Il était toujours avec lui, toujours face contre table, et toujours verrouillé par un mot de passe. Je me souviens d'un soir, quelques semaines avant la fin, je nettoyais après le dîner. Il avait laissé son téléphone sur le comptoir, et je l'ai ramassé pour essuyer en dessous. La façon dont il a tressailli, se retournant depuis l'évier, les yeux écarquillés de panique. C'était comme si j'avais ramassé un serpent venimeux. Je m'en occupe, a-t-il dit, me l'arrachant de la main avec un sourire forcé et crispé. Il ne l'a plus jamais laissé traîner. J'ai essayé de chasser ce malaise. Vraiment. Je me disais que j'étais paranoïaque, que son stress au travail le rendait nerveux. Que l'amour signifie la confiance. Mais il est difficile de faire confiance quand la personne que vous aimez commence à construire des murs invisibles autour d'elle, brique par brique invisible. Je me souviens de quelque chose que mon père m'a dit une fois. Il est décédé il y a quelques années d'une crise cardiaque soudaine,
et le deuil me frappe encore aux moments les plus étranges. C'était un homme de peu de mots, mais il était mon roc. Il m'a laissé un petit héritage, assez pour aider à la compte de cet appartement même, et j'ai toujours senti sa présence ici. Quand j'avais 17 ans, je pleurais toutes les larmes de mon corps à cause de mon premier chagrin d'amour au lycée. Le garçon m'avait trompé. Mon père ne m'a pas donné de platitude ni dit qu'il y avait d'autres poissons dans la mer. Il s'est juste assis à côté de moi sur mon lit, a posé une main ferme et stable sur mon épaule, et a dit, « Audrey, un homme qui cache son téléphone est déjà parti en esprit. Ne supplie jamais quelqu'un de rester quand il t'a déjà quitté. » À l'époque, je crois que j'ai levé les yeux au ciel. Ça semblait si dramatique. Mais maintenant, assise dans mon appartement, sentant ce nœud de suspicion se resserrer dans mon estomac, chaque soir où Spencer rentrait tard, sentant faiblement un parfum qui n'était pas le mien. Ces paroles ressemblaient moins à un conseil qu'à une prophétie. Puis est venu le message. C'était un mardi soir. J'avais passé une bonne journée au travail, l'un de ces rares jours où chaque ligne de code fonctionnait simplement. Je suis rentré optimiste. J'ai décidé de préparer l'un des plats préférés de Spencer, des pâtes avec une sauce bolognaise mijotée. J'avais mis de la musique, versé un verre de vin, et tout l'appartement sentait l'ail, l'origan et les tomates qui mijotaient. C'était l'un de ces simples moments domestiques que je chérissais autrefois. Vers 19h30, mon téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, souriante. Je pensais honnêtement que ce serait Spencer, me disant qu'il était enfin en route pour la maison et qu'il était impatient de dîner. Je l'ai pris. Mon sourire s'est effacé en lisant le nom. Spencer. Mon cœur a eu un petit battement plein d'espoir. J'ai ouvert le texto et puis le monde a basculé sur son axe. Le message n'était pas long. Il n'était même pas cruel. Pas en surface, mais il a brisé mon monde en 11 mots simples. Il disait, « Je reste chez Béatrice ce soir. » Ne m'attends pas, Béatrice, sa collègue. La même Béatrice dont il aimait les photos Instagram à 2h du matin. Un flot de cœurs sur des photos d'elle avec des cocktails, en robe, et en week-end. La même Béatrice qui riait toujours un peu trop fort, un peu trop longtemps à ses blagues lors des fêtes de bureau, lui touchant le bras en le faisant. La même Béatrice qu'il jurait de long en large n'être qu'une amie et que j'étais folle de le remettre en question. Mon pouls, qui avait bourdonné au rythme de ma soirée, a ralenti jusqu'à ramper. Je sentais le sang se retirer de mon visage. Je suis resté là, dans ma cuisine chaude et parfumée, à regarder l'écran lumineux de mon téléphone. La sauce sur la cuisinière a commencé à bouillonner trop fort, menaçant de brûler au fond de la casserole. Mais je n'ai pas remarqué. J'avais l'impression de regarder une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Un film sur une femme dont le cœur se brisait, et elle ne le savait même pas encore. Mon premier instinct, pendant une seconde fugace, a été l'incrédulité. Mon cerveau cherchait une explication logique et innocente. Peut-être que c'était un truc de travail, un projet tardif. Peut-être qu'elle avait une panne de courant et qu'il était juste un bon ami, l'aidant à respecter une échéance. Peut-être. Mais mon deuxième instinct, celui qui chuchotait de cet endroit profond et honnête dans mes tripes, m'a dit la vérité. C'était une vérité que je connaissais probablement depuis des mois, mais que j'avais refusé de reconnaître. Il avait fait un choix. Et ce n'était pas moi. Il n'avait même pas pris la peine de mentir cette fois. Il l'a juste énoncé comme un fait. Mes doigts semblaient être en plomb. Ils étaient engourdis et froids, mais ils bougeaient encore. J'ai tapé une réponse. Mes mains tremblaient, mais mon message était calme. Délibérément. Merci de m'avoir prévenu. C'était tout. Pas de questions, pas d'accusations, pas de cri de « Où es-tu » en majuscule, juste 5 mots qui ont scellé son destin. J'ai appuyé sur envoyer. Je suis resté dans ma cuisine pendant ce qui a semblé une éternité, à regarder la poêle sur la cuisinière. J'avais oublié les légumes que je faisais sauter pour accompagner les pâtes. Les oignons étaient maintenant noirs, et une fine volute de fumée amère me piquait les yeux. Ou peut-être que c'était autre chose. Ma poitrine aurait dû être en feu de rage ou brisée de chagrin. J'attendais que la vague de douleur me frappe, me fasse tomber. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, il y avait juste ce calme creux. C'était le genre de calme qui vient après que l'ouragan soit passé et que tout ce que vous pouvez voir, ce sont les décombres. Vous êtes juste engourdi. Je me suis souvenu des paroles de mon père, claires comme le jour. Un homme qui cache son téléphone est déjà parti en esprit.
Spencer n'était pas seulement parti pour la nuit. Il était parti depuis des mois. Je n'avais simplement pas voulu le voir. Ce texto n'était pas une confession. C'était une formalité. J'ai tendu la main et j'ai éteint la cuisinière. Le brûleur s'est éteint avec un air de finalité. L'odeur amère des oignons brûlés a rempli la pièce. J'ai posé la spatule sur le comptoir avec un clic silencieux et délibéré. Le poids de la trahison était immense. Il pesait sur moi, menaçant de m'étouffer. Mais en dessous, un autre sentiment commençait à fleurir. C'était froid, précis, et presque chirurgical. C'était la résolution. Si Spencer voulait le lit de Béatrice, alors c'est là qu'il pourrait rester en permanence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté la poêle de légumes brûlés contre le mur, bien qu'une partie de moi le voulait. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le placard du couloir, celui où je gardais les vieux cartons de mon déménagement et des colis que j'avais reçus. J'ai sorti le premier carton vide que j'ai pu trouver, un grand d'une étagère que j'avais commandé. Je l'ai porté dans la chambre, notre chambre, et je l'ai placé sur le lit que nous partagions autrefois, juste de son côté. Et puis, un pli net à la fois, j'ai commencé à emballer. La première chemise que j'ai pliée était sa préférée, un vieux sweat à capuche gris usé et doux par des années d'utilisation. C'était le même sweat qu'il avait drapé sur mes épaules lors de notre tout premier rendez-vous. Nous étions allés voir un film indépendant et après, nous rentrions à pied en parlant quand une averse d'été soudaine nous a surpris. Nous nous sommes blottis sous un auvent en riant et je frissonnais dans ma robe fine. Il l'avait enlevée et l'avait enroulée autour de moi. Il sentait comme lui, comme du linge propre et un léger parfum boisé. Pendant un instant, mes doigts se sont attardés sur le tissu doux et usé. Le souvenir a piqué, vif et rapide, comme du citron sur une coupure de papier. Puis j'ai aplati le sweat, lissant brutalement le souvenir avec. Je l'ai placé au fond du carton et j'ai pris la chose suivante. Ce n'était pas juste emballer des vêtements. C'était un exorcisme. Je démantelais une vie. Je démantelais le mensonge que j'avais vécu pendant des mois, peut-être plus longtemps. Un carton est devenu 2, puis 3. Je travaillais avec une étrange efficacité rythmique qui semblait complètement déconnectée de mon corps. C'était comme regarder quelqu'un d'autre accomplir ses tâches. Mes mains bougeaient avec détermination, tirant les chemises des cintres, les jeans des tiroirs. Les mouvements m'apaisaient. Chemise, pliée, empilée. Pantalon, plié, empilé. J'avais l'impression qu'à chaque pli que je lissais, un autre coin de mon cœur était libéré de lui. J'étais une machine alimentée par une fureur silencieuse et froide. J'ai d'abord vidé son côté du placard. Les costumes qu'il avait achetés pour des entretiens mais qu'il portait rarement. Les chemises que je lui avais repassées 100 fois. La collection ridicule de t-shirts graphiques dont il refusait de se débarrasser. Tout est allé dans les cartons. Puis je suis passé du placard à la commode. Ces bouteilles d'eau de Cologne se tenaient là comme de petits monuments de verre à ses mensonges. Je me suis souvenu qu'il m'avait dit que Béatrice avait complimenté son parfum une fois. À l'époque, j'avais trouvé ça mignon. Maintenant, ça ressemblait à un indice que j'avais manqué. J'ai enveloppé chacune d'elles soigneusement dans du papier bulle, non pas pour les protéger, mais parce que le processus méthodique de les scotcher empêchait mes mains de trembler, et dans le carton elles sont allées. Ensuite, la salle de bain. C'était la plus grande violation. C'était notre espace intime le plus partagé. Sa brosse à dents encore humide dans le porte-brosse à dents en céramique à côté de la mienne. Pendant une seconde, j'ai eu une envie viscérale de la casser en deux. Au lieu de cela, je l'ai simplement laissé tomber dans un sac Ziploc. Son rasoir, la bouteille à moitié utilisée d'après-rasage qu'il adorait. Tout a été balayé dans une trousse de toilette et bien rangé dans le coin d'une valise. J'ai même enroulé le cordon de son rasoir électrique avec une précision méticuleuse, comme si ma propreté pouvait dissimuler le chaos qui faisait rage en moi. J'ai parcouru l'appartement, chassant chaque dernière parcelle de lui. Sa console de jeux vidéo près de la télé, l'enchevêtrement de fil derrière. J'ai tout débranché, enroulant les cordons soigneusement, la pile de jeux qu'il avait acheté avec l'argent de notre compte joint, un compte que seul mon salaire alimentait. Ses livres à moitié lus sur la table de chevet, ses baskets boueuses près de la porte d'entrée. Rien n'a été épargné. À minuit, la pièce était vide de lui. Il avait fallu 8 cartons, 2 grandes valises et un sac de sport. Ses chaussures, ses cravates, son ordinateur portable, même la tasse idiote qu'il prétendait que sa grand-mère lui avait donnée.
Mais je savais pertinemment qu'il l'avait acheté chez Ikea parce que j'étais avec lui quand il l'a fait. J'avais emballé chaque dernière trace. Rien de Spencer ne restait. J'ai même enlevé sa tête d'oreiller et pris sa serviette du crochet de la salle de bain. Je ne dormirai pas sur ses mensonges ni ne me sécherai avec sa tromperie. J'ai plié la tête d'oreiller soigneusement, l'ai placée sur le dessus de la dernière valise, et j'ai reculé. L'appartement semblait différent sans son désordre. Il était plus grand, plus propre, plus lumineux. L'air lui-même semblait différent, comme si une pression que je n'avais même pas réalisée était là avait enfin été libérée. J'ai pris une profonde inspiration, et elle m'a semblé être la mienne à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur le mur. 22h15, la décision s'est formée dans mon esprit comme un éclair, clair et absolu. Je n'allais pas laisser ces cartons-là, à prendre la poussière dans un coin comme un triste sanctuaire de ce que nous avions eu. Ils ne méritaient pas une place chez moi, même sous forme de carton. Ils n'avaient plus leur place ici. Ils appartenaient là où Spencer avait choisi d'être. Mes clés de voiture étaient sur le crochet près de la porte. Je les ai attrapées et puis j'ai commencé le vrai travail. Voyage après voyage, j'ai descendu les lourds cartons par les 2 étages de mon appartement. Mes muscles me faisaient mal, mes bras brûlaient, et mon souffle venait par saccades dans l'air frais de la nuit, mais je ne me suis pas arrêté. C'était une punition et une purification à la fois. Chaque bruit d'un carton atterrissant dans le coffre de ma voiture ressemblait à une ponctuation à la fin d'une phrase. C'est fini. La finalité de tout cela était exaltante. À 22h45, la voiture était si pleine que je pouvais à peine voir par la lunette arrière. La suspension gémissait sous le poids d'une relation de 2 ans. À 23h, je traversais la ville, mes phares fendant l'obscurité. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit en silence, les jointures blanches sur le volant. Je savais exactement où j'allais. J'avais déposé Spencer à l'immeuble de Béatrice une fois, il y a des mois, pour ce qu'il avait appelé une réunion de team building. Je me souviens avoir pensé que l'endroit avait l'air un peu trop chic pour le simple appartement d'une collègue. C'était un de ces immeubles modernes en briques avec des haies manucurées et une fontaine devant. Le genre d'endroit où les gens prétendent avoir tout sous contrôle. Comme le destin, ou peut-être juste la chance, l'a voulu, un livreur de pizza quittait l'immeuble juste au moment où je suis arrivé. Il m'a tenu la porte d'entrée sécurisée, supposant que la valise que je traînais était la mienne. Je lui ai fait un signe de tête sec et je me suis glissé à l'intérieur avant que la porte ne se referme. Son appartement était le 3B au 3e étage. Bien sûr, je n'ai pas pris l'ascenseur. J'ai pris les escaliers. Je voulais sentir la brûlure dans mes jambes. Je voulais que l'effort physique corresponde à l'effort émotionnel. En arrivant au palier du 3e étage, j'ai pu entendre le faible bruit de musique provenant de derrière l'une des portes. Et puis je l'ai entendu clairement. Des rires. Le rire d'une femme, plus aigu que le mien. Vif et insouciant. Je ne me suis pas attardé. Je n'en avais pas besoin. Je savais. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas fait de bruit. J'ai juste commencé à empiler. Un par un. J'ai monté chaque carton, chaque valise, chaque dernier sac par ses escaliers et je les ai disposés soigneusement contre le cadre de sa porte. Il m'a fallu 4 voyages. J'ai travaillé silencieusement, méthodiquement. J'ai construit un mur de sa vie juste devant sa porte. 8 cartons, 2 valises, un sanctuaire de la trahison. C'était un monument à la fin de ma relation de 2 ans. Tout en haut de la pile, juste au niveau des yeux, j'ai placé une seule note pliée. Je l'avais écrite dans la voiture avant d'entrer. Le message était simple. Affaire de Spencer. Il est à toi maintenant. Audrey. J'ai pris du recul, sorti mon téléphone et pris une photo. Pas par méchanceté, pas pour la publier en ligne, mais pour moi. C'était une preuve. Une preuve pour moi-même que je l'avais vraiment fait. Que je n'avais pas seulement crié dans un oreiller ou jeté une assiette contre le mur. J'avais pris le contrôle. En m'éloignant, mon cœur ne s'est pas emballé. Il a fait le contraire. Il a ralenti, devenant plus calme et plus régulier à chaque pas que je faisais loin de cette porte. Au moment où je me suis glissé de nouveau dans le siège conducteur de ma voiture, le silence en moi était si complet qu'il en était presque effrayant. Il n'y avait pas de colère, pas de tristesse. Juste rien. Le vide. J'étais à la maison à 23h30. L'appartement semblait glorieusement, magnifiquement vide.
La première chose que j'ai faite a été de chercher un serrurier 24H24 sur mon téléphone. À minuit, un homme sympathique et fatigué nommé Gus était à ma porte pour changer les serrures. Cela m'a coûté $180. Ça valait chaque centime. Le son de la nouvelle serrure se mettant en place était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. C'était le son de la sécurité, le son d'un nouveau départ. Mais je n'avais pas fini. Les serrures n'étaient que la barrière physique. Je devais construire les barrières numériques aussi. Je me suis assise sur mon canapé, celui qui semblait soudain immense sans lui, et j'ai commencé la purge. Je m'imaginais être une experte en cybersécurité nettoyant un système d'un virus persistant. J'ai mis à jour le code de mon clavier électronique. Je suis allé sur notre compte Netflix partagé, celui que je payais, et j'ai cliqué sur « Se déconnecter de tous les appareils », puis j'ai changé le mot de passe. Fini les passe-droits. J'ai fait de même pour Spotify, pour Hulu, pour chaque chose que nous partagions. Son fantôme numérique était exorcisé, un clic à la fois. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Il avait une carte de crédit d'urgence liée à mon compte. Il était censé l'utiliser pour, eh bien, des urgences. Mais dernièrement, j'avais remarqué les frais quotidiens de Starbucks, les déjeuners que je savais qu'il prenait avec ses amis du travail, les jeux vidéo de la boutique en ligne. C'était une ponction lente et régulière sur mes finances. Une autre façon dont il me prenait sans rien donner en retour. J'ai navigué vers l'écran de gestion de la carte. Une photo de la carte est apparue. J'ai cliqué sur le bouton. Annuler la carte. Une petite fenêtre pop-up a demandé une raison. J'ai tapé « Utilisateur non autorisé ». C'était fait. Un petit acte simple, mais j'ai eu l'impression de débrancher un parasite. Quand tout a été fini, quand chaque dernier lien numérique a été coupé, je suis allé à la cuisine. J'ai vu la casserole de bolognaise ruinée sur la cuisinière et la poêle de légumes carbonisés. J'ai tout gratté à la poubelle sans hésiter. J'ai ouvert la bouteille de vin rouge que nous gardions pour une occasion spéciale. Je suppose que ça comptait. Je me suis versé un grand verre, je me suis rassise sur le canapé et j'ai lancé un drame historique qu'il se plaignait toujours d'être trop ennuyeux. À exactement 23h47, le premier appel est arrivé. L'écran s'est allumé avec son nom, Spencer. Je l'ai regardé, j'ai pris une gorgée de vin et je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. À 23h49, le deuxième appel. J'ai ignoré celui-là aussi. À minuit, les textos ont commencé à affluer. J'ai pris le téléphone et j'ai lu les premiers. Audrey, qu'est-ce que c'est? Où sont mes affaires? Béatrice panique. Ce n'est pas drôle. Réponds-moi. J'ai posé le téléphone face contre table sur la table basse. Les vibrations contre le bois étaient un rythme frénétique et désespéré. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à épuisement. De l'autre côté de la ville, les cartons qu'il appelait autrefois sa maison étaient maintenant empilés soigneusement devant la porte de quelqu'un d'autre. Et ici, dans mon appartement calme, propre, heureusement vide, pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. À minuit 30, les vibrations n'avaient pas cessé. Mon téléphone était allumé comme une alarme incendie. Appels, textos, messages vocaux s'empilant les uns sur les autres. C'était une crise de colère numérique. Je l'ai retourné par curiosité morbide. C'était une cascade de panique. Audrey, je suis sérieux. Qu'est-ce qui se passe, putain? Les voisins de Béatrice se plaignent des cartons. Décroche le téléphone. Tu ne peux pas faire ça. Mon ordinateur portable est dans l'un de ces cartons. Toute ma vie est là-dedans. Toute ta vie? Ai-je pensé. Et la mienne? Je n'ai pas répondu. À 1h, ma sonnette a retenti. Un son aigu et insistant qui a percé le silence de mon appartement. Puis elle a sonné encore et encore. Elle a été suivie par le son de poings martelant le bois, faisant vibrer tout le cadre. Audrey. La voix de Spencer a résonné dans le couloir, étouffée par la porte, mais dégoulinant toujours d'une colère qui se transformait rapidement en désespoir. Ouvre cette putain de porte. Tu es folle. Laisse-moi entrer. Je me suis levé du canapé et je me suis dirigé vers la porte, mon verre de vin toujours à la main. J'ai regardé par le Judas. Son visage était déformé par la lentille, ses traits tordus en un masque de fureur. Je me suis appuyé contre le mur à côté de la porte, les bras croisés, juste en écoutant.
Je pouvais voir à travers le Judas, les lumières dans les appartements de mes voisins commençaient à s'allumer. Une partie mesquine de moi, une partie dont je n'étais pas fier, mais qui était bien là, à envisager de le laisser crier jusqu'à ce que tout l'immeuble apprenne quel genre d'homme il était vraiment. Qu'il voit le charmant Spencer s'effondrer. Au lieu de cela, j'ai déverrouillé mon téléphone et je lui ai envoyé un seul message texte. Tu as choisi de rester chez Béatrice. Je t'ai simplement aidé à déménager. Les coups ont cessé. Silence. Pendant environ 10 minutes, il n'y a rien eu. J'ai pensé qu'il avait peut-être enfin compris le message et était parti. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un autre texto de sa part. Tu vas le regretter. Une menace. Comme c'est prévisible. À 3 heures du matin, un numéro différent est apparu sur mon écran. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'avais le sentiment de savoir de qui il s'agissait. Il empruntait probablement le téléphone de Béatrice. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu, mais je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Audrey. La voix de Spencer s'est brisée. Elle était dépouillée de la colère maintenant, remplacée par un ton tremblant et suppliant que je n'avais pas entendu depuis des années. C'est moi. Tu dois écouter. Il ne s'est rien passé. Je te le jure. Je me suis endormi sur son canapé. On travaillait. J'ai failli rire. Rien ne s'est passé? Ai-je demandé, ma voix douce, ce qui, je pense, l'a plus déconcerté que si j'avais crié. Alors pourquoi étais-tu à l'appartement de Béatrice, Spencer? Sur son canapé? Pourquoi son appartement et pas le tien? C'était juste une nuit pour le travail. Il a bafouillé, le mensonge sonnant faible même à ses propres oreilles. On finissait une présentation. Il s'est fait tard et elle a dit que je pouvais juste m'écraser sur le canapé. C'était innocent. Pour le travail, ai-je répété. Et cette fois, un rire amer s'est échappé. Spencer, il y a des hôtels. Il y a des restaurants ouverts tard. Il y a des Uber pour te ramener à ton propre lit. N'insulte pas mon intelligence en plus de tout le reste. N'ose même pas. Il y a eu une pause au bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais presque l'imaginer passer une main dans ses cheveux de frustration. Puis son ton a de nouveau changé, cette fois pour une supplication pure et pathétique. Où suis-je censé aller maintenant? Mes clés ne fonctionnent pas. Toutes mes affaires sont dans le couloir de son immeuble. J'ai fermé les yeux, le vin de tout à l'heure encore chaud dans mes veines. J'ai pensé à sa question. J'ai pensé à lui, debout dans le froid, exclu d'une vie qu'il avait jetée. Et je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de remords, juste un profond sentiment de finalité. L'endroit où tu as dormi la nuit dernière semble être la réponse évidente, ai-je dit, ma voix aussi calme qu'un lac gelé. Le silence qui a suivi était plus lourd que des cris. Je pouvais sentir son choc, son incrédulité que je n'allais pas craquer, que je n'allais pas pleurer et supplier et finalement le laisser revenir. Il était habitué à ce que je sois son filet de sécurité. Le filet avait disparu. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse parler à nouveau. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le soleil entrait à flot par mes fenêtres, et pour la première fois, le silence ne semblait pas solitaire. Il était paisible. J'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre, l'appréciant vraiment. Vers 8h30, mon propriétaire, Monsieur Henderson, a appelé. Audrey, bonjour, a-t-il dit, sa voix joyeuse. Juste pour confirmer que vous avez fait changer les serrures la nuit dernière. J'ai reçu une alerte du système. Oui, c'est exact. Monsieur Henderson, je suis désolé pour l'appel tardif au service. Il a gloussé. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je me doutais que quelque chose n'allait pas. Votre petit ami s'est présenté à mon bureau à la première heure ce matin, avec l'air d'avoir dormi dans sa voiture. Il prétendait que c'était une grosse erreur et qu'il avait perdu ses clés. Exigeant un double. Ex-petit ami, les jeux corrigés. Le mot sonnait bien sur ma langue. Ex, c'est ça? Eh bien, il a juré qu'il était sur le bail. A dit qu'il avait des droits de locataire. Il ne l'est pas, ai-je dit fermement. Il ne l'a jamais été. Il n'a jamais payé un centime de loyer ni signé de papier. Son nom n'est nulle part sur ce contrat de location, et vous le savez.
J'avais insisté là-dessus depuis le début. Un petit acte d'auto-préservation dont j'étais maintenant incroyablement reconnaissante. Bon à savoir, a dit mon propriétaire, une note claire d'amusement dans son ton. C'est ce que je lui ai dit. Il n'était pas très content. Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de lui s'il revient. Passez une bonne journée. Mais je savais que Spencer n'avait pas fini. Les hommes comme lui ne partent jamais si facilement. Et bien sûr, à 9 heures, les singes volants sont descendus. Sa mère, Brenda, la reine des abeilles de la loyauté mal placée, a été la première à attaquer. Mon téléphone a sonné, son nom clignotant sur l'écran. Contre mon instinct, j'ai répondu. Je voulais que ce soit fini, et cela signifiait y faire face de front. Comment osez-vous, a-t-elle lancé sans même un bonjour. Sa voix était stridente d'indignation. Comment osez-vous jeter mon fils à la rue comme un déchet? J'ai pris une profonde inspiration, tenant le téléphone légèrement éloigné de mon oreille. Brenda, ai-je dit, ma voix égale. Votre fils m'a envoyé un texto hier soir pour dire qu'il restait chez une autre femme. Je l'ai juste aidé à rendre cet arrangement permanent. Il a fait une erreur, a-t-elle sifflé. Il m'a tout dit. Il travaillait et il s'est endormi. C'était une erreur et vous avez ruiné sa vie pour ça. Non, ai-je répondu calmement. Ma patience s'amenuisait. Il a fait un choix et je l'ai respecté. Il ne s'agit pas d'une seule erreur, Brenda. Il s'agit d'un schéma de manque de respect et de mensonge. C'était juste la première fois qu'il se faisait prendre si négligemment. Vous êtes légalement obligé de lui donner un préavis de 30 jours. Il va prendre un avocat. Vous ne pouvez pas l'expulser comme ça, a-t-elle crié, et je pouvais dire que Spencer lui avait donné de mauvais conseils juridiques. Faux, ai-je dit, la coupant. J'ai passé 1 heure ce matin au téléphone avec un service d'aide juridique, Brenda, juste pour être sûr. Il n'a jamais payé de loyer. Il n'a jamais signé le bail. Selon la loi de l'État, il était un invité de longue durée dans ma maison. Et l'invitation d'un invité peut être révoquée à tout moment pour n'importe quelle raison. Les invités n'ont pas 30 jours. Vous devriez peut-être dire ça au futur avocat de votre fils. Vous êtes sans cœur. Il vous aime. Non, Brenda, ai-je dit, et une vague de clarté m'a envahi. Il aime ce que je fournis. Un endroit gratuit pour vivre, un filet de sécurité, quelqu'un pour nettoyer ses dégâts. J'ai enfin fini d'être son filet de sécurité. Elle m'a raccroché au nez, mais pas avant que j'entende le tremblement dans sa voix, comme si au fond d'elle, elle savait exactement qui était son fils. Elle ne voulait simplement pas l'admettre. Juste au moment où je pensais que le drame du matin était terminé, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté quand il a rappelé une deuxième fois. J'ai répondu. Audrey. La voix était sèche, masculine et en colère. C'est Jared, le petit ami de Béatrice. Ça vous dérangerait d'expliquer pourquoi il y a une montagne d'affaires d'un type empilé devant sa porte? J'ai failli éclater de rire. L'univers avait vraiment le sens de l'humour. Jared, ai-je dit, ma voix dégoulinant de fausse sympathie. Je suis vraiment désolé que vous ayez été entraîné là-dedans. Pourquoi ne demandez-vous pas à Béatrice ou à Spencer? On dirait qu'ils ont beaucoup collaboré dans votre dos. Ce n'est pas. Elle a dit qu'il avait des problèmes de colocation et qu'elle l'aidait juste. Il a commencé, mais je l'ai coupé. L'aider? C'est comme ça qu'elle appelle ça? J'ai dit, écoutez, Jared, vous ne me connaissez pas, mais je vais vous rendre un service. L'iPad de Spencer était toujours connecté à mon Wi-Fi ce matin avant que je ne change le mot de passe. Il a oublié de se déconnecter. J'ai vu assez de captures d'écran de ces conversations et messages avec votre petit ami pour toute une vie. On parle de moi de ça, Jared. Des plans de dîner, des discussions tardives, des petits émojis cœur. Je serais heureuse de vous les transférer si vous le souhaitez. Donnez-moi juste votre adresse email. Il y a eu un silence de mort au bout du fil, puis une malédiction marmonnée avant qu'il ne raccroche. J'ai posé mon téléphone et j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement, inébranlablement stable. Bien sûr, je savais que Spencer ne lâcherait pas facilement. Les hommes comme lui, les hommes dont l'ego est aussi fragile que du verre, ne le font jamais. Ils ne voient pas la fin d'une relation comme un événement triste.
Ils la voient comme une bataille qu'ils ont perdue. Et ils veulent toujours une revanche. J'avais un pressentiment profond que ce n'était que le début. Ce n'était qu'une question de temps avant que Spencer lui-même ne rappelle, une fois qu'ils se seraient regroupés et auraient trouvé une nouvelle stratégie. Il a appelé cet après-midi-là. Cette fois, son ton n'était pas suppliant. Il n'était pas en colère. C'était quelque chose de bien plus tordu. C'était suffisant, répété. Audrey, a-t-il commencé, sa voix douce comme de l'huile, comme s'il était un PDG gérant un problème de relations publiques mineur. Nous devons parler. Je pense qu'il y a eu une réaction excessive massive de votre part. Je suis restée silencieuse, le laissant tisser sa toile. Ce n'était pas ce que vous pensez, a-t-il dit. C'était un test. J'ai laissé échapper un rire court et sec. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un test? Êtes-vous sérieux en ce moment? C'était un test de quoi, Spencer? Votre capacité à me mentir droit dans les yeux. Non, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de condescendance comme s'il expliquait une théorie complexe à un enfant simple d'esprit. C'était un test de votre amour pour moi, un test de votre passion. Je voulais voir si vous vous souciez encore. Si vous m'aimiez vraiment, vous vous battriez pour moi. Vous seriez jalouse. Vous iriez là-bas en trombe et feriez une scène. Vous montreriez de la passion. C'est ce que font les femmes quand elles tiennent à quelqu'un. Vous avez échoué, Audrey. Vous n'avez pas combattu. Vous avez juste abandonné. Cela prouve juste que vous ne m'avez jamais vraiment aimé. L'audace de la chose, la logique tordue de son gaslighting m'a presque laissé sans voix. Presque. Il n'essayait pas seulement d'excuser son comportement. Il essayait de me blâmer pour ma réaction à celui-ci. Il essayait de réécrire toute l'histoire pour faire de moi la méchante. Vous vouliez un chien, Spencer, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Quelque chose de loyal qui reviendrait en courant peu importe combien de fois vous le frappiez, remuant la queue. Juste heureux de vous avoir à la maison. Je ne suis pas un chien. Je ne poursuis pas. Je remplace. Sa voix s'est brisée alors, la façade lisse s'effondrant. Me remplacer par qui? Il a bafouillé, la question teintée d'une pure incrédulité pathétique. J'ai laissé la pause flotter dans l'air pendant quelques délicieuses secondes. Je n'avais pas prévu de le dire, mais les mots me sont venus, une petite arme parfaite. Puis j'ai livré la réplique comme une dague. J'ai déjà envoyé un texto à Gareth. On prend un café demain. Le silence de son côté était absolu. Gareth. C'était un ami de ma salle d'escalade, un type vraiment bien que Spencer m'avait toujours irrationnellement accusé d'aimer trop. Il appelait Gareth une menace juste pour exister dans mon orbite, pour être amical avec moi. La vérité était que Gareth et moi n'avions jamais été plus que des amis. Je ne lui avais pas vraiment envoyé de texto. Mais Spencer n'avait pas besoin de le savoir. Tu ne ferais pas ça, a-t-il chuchoté, le son brut d'un mélange d'incrédulité et d'orgueil blessé. Regarde-moi faire, ai-je répondu, et j'ai raccroché. C'est alors que sa campagne de terreur a vraiment commencé. Le soir même, mon téléphone s'est allumé d'alerte. Spencer avait placardé sa page Facebook d'un long message décousu. C'était un chef-d'œuvre de victimisation, soigneusement conçu pour gagner de la sympathie. Je dois partager ma vérité, commençait-il. Mon ex-Audrey est instable. Pendant des mois, elle a été contrôlante et émotionnellement abusive. La nuit dernière, elle a eu une crise psychotique et m'a jeté à la rue avec rien, sans raison. Elle essaie de ruiner ma vie parce qu'elle est peu sûre d'elle. S'il vous plaît, ne croyez pas ses mensonges. Priez pour elle. C'était de la déviation classique. Peindre la victime comme l'agresseur. Mais j'étais préparé. Je n'ai pas interagi avec sa publication. Je n'ai pas écrit une longue réfutation. Je ne me suis pas lancé dans une joute verbale dans les commentaires. J'ai simplement pris la capture d'écran que j'avais sauvegardée sur mon téléphone, celle de son texto me disant qu'il restait chez Béatrice. Je l'ai publiée dans la section des commentaires de sa publication. Sans légende, sans explication, juste l'image. Ses propres mots en noir et blanc, horodatés pour que tout le monde puisse les voir. C'était comme lâcher une bombe. Le récit qu'il avait si soigneusement construit s'est vaporisé en un instant. Les commentaires ont commencé à changer. Les gens ont commencé à taguer Béatrice en demandant si c'était vrai. Ses propres amis ont commencé à m'envoyer des messages en privé.
L'un d'eux a écrit, Audrey, je suis vraiment désolé. On a toujours su que c'était un con, mais pas à ce point. On est de ton côté. Un autre a dit, j'en ai fini avec lui. C'est la goutte d'eau. Même l'une de mes propres amies qui l'avait autrefois défendu et m'avait dit que j'étais trop dur avec lui m'a envoyé un texto. Je suis tellement désolé, Audrey. J'avais tort. Il est toxique. Reste forte. À la tombée de la nuit, la publication de Spencer avait disparu. Supprimée. Mais le mal était fait, non pas à moi, mais à lui. Et pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. À 2 heures du matin, un autre message est venu de lui. Celui-ci était presque pitoyable. Je préparais un avenir pour nous. Béatrice ne signifiait rien. Tu regretteras de m'avoir quitté. J'allais avoir une grosse promotion et un salaire plus élevé et alors nous aurions pu commencer notre vie. Tu as jeté notre avenir. J'ai fixé les mots, ma mâchoire se crispant. Les mensonges étaient sans fin. C'était un homme qui se noyait. S'agitant et s'agrippant à n'importe quoi pour m'entraîner avec lui. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement l'agitation d'un homme désespéré. Il préparait son prochain coup. Et je savais avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os que les hommes comme Spencer ne partent pas tranquillement. Le matin après que sa campagne de diffamation ait échoué, je pensais que j'aurais enfin un peu de calme. J'avais tort. À 9h15, alors que je sirotais ma première tasse de café dans mon appartement heureusement paisible, mon téléphone a vibré. C'était une alerte à la fraude de ma banque. Une tentative de débit de $78,54 au Daily Grain Café sur votre carte annulée se terminant par 1234 a été refusée. Il avait réellement essayé d'utiliser la carte que j'avais annulée il y a 2 jours. Le culot. Il devait avoir sauvegardé le numéro. 10 minutes plus tard, une autre alerte. Celle-ci était un email d'un service de surveillance de crédit auquel je suis abonné. Une nouvelle demande a été faite sur votre rapport de crédit de la part de Capital Bank. J'ai cliqué. Merci pour votre demande de crédit. Votre demande pour une nouvelle carte de crédit au nom d'Audrey Cross est maintenant en cours d'examen. Spencer. Il avait mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, toutes mes informations personnelles. Il essayait d'ouvrir une ligne de crédit à mon nom. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus une rupture compliquée. C'était un crime. C'était un crime grave. J'ai immédiatement appelé le service de lutte contre la fraude de la banque. J'ai passé 30 minutes au téléphone avec une femme très serviable nommée Maria qui a immédiatement annulé la demande et placé un gel de sécurité de haut niveau sur tous mes comptes. Puis j'ai composé le numéro de la police non urgent. J'ai passé l'heure suivante au téléphone avec un détective très patient, expliquant toute la chronologie des événements, de la rupture à la demande frauduleuse. Je lui ai envoyé par email les captures d'écran des alertes à la fraude et de la demande de crédit. La tentative de vol d'identité est un crime grave. Madame Cross, m'a dit le détective, sa voix sérieuse. Il a utilisé vos informations personnelles pour essayer d'ouvrir une ligne de crédit sans votre consentement. Nous pouvons ouvrir une enquête officielle. Voulez-vous porter plainte? J'y réfléchirai, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Bien qu'à l'intérieur, je connaissais déjà la réponse. La ligne avait été franchie. À midi, les conséquences de ces actions ont commencé à se multiplier de manière que je n'avais même pas anticipée. Mon profil LinkedIn a sonné. Jonathan Mills, directeur principal chez TechCorp, a consulté votre profil. Le patron de Spencer. Un message a suivi peu après. Bonjour Audrey. Jonathan Mills ici. Question étrange, et je m'excuse de vous contacter de cette manière, mais est-ce que tout va bien avec Spencer dernièrement? Il vous a listé comme son contact d'urgence, c'est pourquoi j'ai votre nom. De plus, nous avons remarqué une demande d'avance sur salaire assez inhabituelle hier, avec votre nom mentionné comme justification pour une urgence familiale. Point. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé une réponse professionnelle mais ferme. Bonjour Jonathan. Je vous remercie de m'avoir contacté. Pour être clair, Spencer et moi avons rompu il y a 2 jours après que j'ai découvert qu'il était infidèle. Il n'habite plus à cette adresse depuis, et il n'y a pas d'urgence familiale. Je n'ai autorisé aucune utilisation de mon nom pour des demandes financières. Quant à son bien-être, vous devriez peut-être vérifier auprès de sa collègue, Béatrice, car il a passé la nuit chez elle mardi.
Je crois qu'ils se sont tous les deux portés malades depuis. Il y a eu une pause, puis une réponse. Coïncidence intéressante. Nous avons une politique anti-fraternisation très stricte ici concernant les employés du même département. C'est un motif de licenciement conçu pour prévenir exactement ce genre de situation compliquée. Merci pour votre franchise. Cela clarifie beaucoup de choses. À 15 heures, Spencer a appelé d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais je suis contente de l'avoir fait. La fureur dans sa voix était brute, déchaînée. « Tu m'as fait virer ?» a-t-il hurlé au téléphone. « Non » ai-je dit calmement, ma voix contrastant fortement avec sa rage. « Tu t'es fait virer toi-même. Tu as rompu notre relation. Tu as menti à ton patron. Et tu as enfreint les règles de ton entreprise. J'ai juste dit la vérité quand on me l'a demandé. Je ne sortais pas avec elle, a-t-il lancé. On était juste. C'était une erreur. Votre patron semble penser le contraire, ai-je répondu. Tout comme son petit ami, d'ailleurs. J'ai entendu dire qu'il a eu une sacrée conversation avec elle après avoir trouvé votre montagne d'affaires à sa porte. Comment suis-je censé vivre sans travail? Sans argent, a-t-il exigé, sa voix se brisant de désespoir. Ma carrière est finie. Qu'est-ce que je suis censé faire? Peut-être que Béatrice peut te soutenir, ai-je répondu, ma voix aussi douce que du poison. Oh, attends. J'ai entendu d'un petit oiseau que son poste a également été supprimé cet après-midi. Quel dommage. Peut-être que vous pourrez chercher du travail ensemble. Sa rage s'est déversée en un flot de malédictions incohérentes avant que la ligne ne se coupe. Plus tard dans la soirée, un autre appel, cette fois de sa mère, Brenda. Sa voix n'était plus sèche et accusatrice. Elle était plus douce maintenant, presque suppliante. Audrey, s'il te plaît. Il a appris sa leçon. Il est au plus mal. Il s'est fait virer. Il n'a plus rien. Ne porte pas plainte pour cette histoire de carte de crédit. S'il te plaît, tu vas ruiner toute sa vie. Pense à son avenir. J'ai pressé le téléphone plus près de mon oreille, regardant l'appartement calme et paisible autour de moi. Un appartement enfin vraiment libéré de sa présence. Brenda, ai-je dit d'une voix égale. Il a essayé de ruiner mon crédit. Il a essayé de voler mon identité et de m'endetter. Il n'a pas pensé à mon avenir. Alors il a ruiné sa propre vie, une mauvaise décision à la fois. Je ne vais simplement plus porter le blâme pour ça. Il y a eu un long silence, puis le son de ses sanglots étouffés avant qu'elle ne raccroche. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai ressenti quelque chose proche de la satisfaction. Non pas parce que la vie de Spencer s'effondrait, mais parce que le masque était enfin complètement tombé. Tout le monde pouvait le voir maintenant pour ce qu'il était, un garçon égoïste qui jouait à des jeux jusqu'à ce qu'il perde tout. Pourtant, au fond de mon esprit, je savais. Les hommes acculés battent rarement en retraite. Ils attaquent. Et j'avais le pressentiment que je n'avais pas encore vu le pire de Spencer. Samedi après-midi, j'étais dans ma cuisine en train de faire du café quand un grondement profond a secoué la rue dehors. J'ai regardé à travers les stores et mon sang s'est glacé. C'était un camion U-Haul garé de travers sur le trottoir, juste en face de mon immeuble, occupant 2 places de parking. Et puis je l'ai vu, Spencer. Il n'était pas seul. 2 de ses cousins, des gars que j'avais rencontrés quelques fois à des barbecues familiaux, sont sortis de la cabine. Cody et Shan, c'étaient des grands gaillards, les muscles bandés sous des débardeurs bon marché, le genre de gars qu'on engage pour l'intimidation, pas pour un déménagement soigné. Spencer se pavanait derrière eux comme un général menant son armée au combat. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est installé dans un battement sourd et lourd. J'avais attendu cela. Je savais qu'il était trop arrogant pour simplement s'en aller. C'était sa dernière bataille. J'ai immédiatement envoyé un texto à un groupe de discussion que j'avais créé avec mon frère Cole et ma meilleure amie Ramona. Mon message était simple. Code rouge. Le U-Haul est arrivé. Venez maintenant. Ils habitaient tous les deux à moins de 10 minutes. J'ai reçu 2 émojis pouces en l'air en retour instantanément. J'ai ouvert ma porte d'entrée juste assez pour regarder par l'entrebâillement. Je n'allais pas me cacher. C'était ma maison. Cody était déjà à ma porte d'entrée, tripotant la nouvelle serrure avec un tournevis. Shan transportait mes chaises de patio, celles que j'avais achetées l'été dernier, vers le camion.
Spencer se tenait juste là sur le trottoir, les bras croisés, un sourire suffisant sur le visage comme s'il avait déjà gagné. Ce sourire a vacillé quand ma porte d'entrée s'est ouverte plus grand et que mon frère Cole est sorti pour se tenir à côté de moi. Cole est un grand gaillard. Il est large d'épaules, un ancien lutteur universitaire, le genre d'homme qui peut faire taire une pièce d'un seul regard. C'est la personne la plus douce que je connaisse, mais vous ne voudriez pas être dans ses mauvais papiers. Il a regardé les cousins, puis Spencer, et son expression était de glace pure. Puis Ramona est apparue de mon autre côté, son téléphone déjà sorti et enregistrant tout. « Salut les garçons », a-t-elle dit joyeusement. « Grande journée pour une expulsion illégale, n'est-ce pas ?»« Bonjour, messieurs », a dit Cole, sa voix dangereusement froide. « Vous prévoyez de voler ma sœur en plein jour ?» Cody s'est figé, le tournevis lui a glissé des mains et a cliqueté sur le paillasson. Shan a immédiatement reposé les chaises comme si elles étaient brûlantes. La mâchoire de Spencer s'est crispée. C'est aussi chez moi, Cole. J'ai des droits. J'ai vécu ici. Certaines de mes affaires sont encore là. Non, tu n'en as pas. Je l'ai coupé, ma voix portant plus fort et plus fort que je ne l'attendais. Chaque dernier morceau de tes cochonneries a été livré à la porte de Béatrice il y a une semaine. J'ai des photos. Tu n'as aucune propriété ici. Tu es en violation de propriété. Ça n'a pas d'importance. Mon courrier arrive toujours ici. J'ai vécu ici pendant 8 mois. Je réemménage. Il a fanfaronné, essayant de bomber le torse. Ramona s'est avancée, sa caméra stable dans sa main. Tu veux dire effraction, demanda-t-elle gentiment. Parce que c'est comme ça qu'on appelle essayer de forcer une serrure. Je suis presque sûr que ça importe à la police. Souris pour la caméra, Spencer. Et puis, comme si l'univers lui-même appréciait un peu de théâtralité, une voix familière a retenti du trottoir. « Messieurs, y a-t-il un problème ici ?» Nous nous sommes tous retournés. C'était l'officier Miller. Son vrai nom est Frank. C'est un ami de mon père de longue date, et il était devenu une sorte d'oncle pour moi et Cole au fil des ans. Je l'avais appelé ce matin-là, pas la ligne de police, et je l'avais juste prévenu que mon ex pourrait causer des problèmes. Je suppose qu'il a décidé de passer pendant sa patrouille. Il était en uniforme complet et il a montré son insigne même si nous savions tous qui il était. Vous voulez bien expliquer pourquoi vous tentez un cambriolage ? Les cousins Cody et Shan sont devenus pâles. Cody a levé les mains et a marmonné quelque chose sur le fait d'avoir été mal informé et qu'il pensait qu'il ne faisait que déménager des meubles. Il a commencé à reculer vers le hall. Shan a suivi de près, marmonnant des excuses. Le sang-froid de Spencer s'est finalement fissuré. Sa façade arrogante s'est effondrée, et tout ce qui restait était le désespoir, saignant à travers son arrogance. « Audrey » a-t-il plaidé, sa voix aiguë et tendue alors que son renfort l'abandonnait. « Tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Ma mère m'a mis dehors. Je dors dans ma voiture. J'ai croisé les bras, stable comme un roc. Tu t'es fait ça à toi-même, Spencer. Chaque choix que tu as fait t'a mené ici, à cet endroit exact sur mon seuil. Mais tu m'aimes, a-t-il crié, sa voix se brisant. Ce n'était pas une question. C'était une exigence. Une dernière tentative désespérée de tirer une corde qui avait déjà été coupée. Non, ai-je dit, et la vérité de cela a résonné à mes propres oreilles, claire et forte. J'aimais l'homme que je pensais que tu étais. Cet homme, je me suis rendu compte, n'existe pas vraiment. Frank s'est approché, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture. Spencer Harper, a-t-il dit, sa voix maintenant très professionnelle. Nous avons déjà un rapport de police pour tentative de vol d'identité à votre nom. Déposé il y a 2 jours. Vous voulez ajouter violation de propriété et tentative d'effraction à la liste ? Spencer a blêmi. Ses yeux ont balayé chacun de nous. Le regard de Cole, le téléphone de Ramona, l'insigne de Frank. Il a réalisé que la bataille était perdue. La guerre était finie. Mais il a quand même essayé de jouer une dernière carte pitoyable. Audrey, s'il te plaît, a-t-il gémi, les larmes montant à ses yeux. Je peux changer. Je sais que j'ai merdé. J'irai en thérapie. Juste une dernière chance. J'ai failli avoir pitié de lui. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le garçon que j'aimais. Mais ensuite, je me suis souvenu de la terreur froide en lisant ce texto.
Je me suis souvenu de l'humiliation de sa publication Facebook. Je me suis souvenu de la violation glaçante des alertes à la fraude. Tu as eu ta chance, Spencer, ai-je dit, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Tu l'as eu la nuit où tu as choisi Béatrice. Tu l'as eu la nuit où tu as essayé de falsifier mon nom sur une demande de crédit. Et tu l'as eu à chaque instant où tu as choisi de mentir au lieu de dire la vérité. Le silence s'est étiré, épais et lourd. Finalement, Frank a sorti sa radio. Dispatch, j'ai un suspect ici correspondant à la description du rapport de vol d'identité 459B. Je l'emmène. Ça l'a brisé. Spencer s'est retourné et s'est précipité vers le hall, mais il s'éloignait déjà du trottoir. Sa propre famille l'avait abandonné. Frank a attrapé son bras facilement. Spencer n'a même pas résisté. Il s'est juste affaissé, vaincu. Alors qu'il le conduisait vers la voiture de patrouille, il a tourné la tête par-dessus son épaule et m'a crié une dernière chose. Tu le regretteras, Audrey. Tu regretteras de m'avoir perdu. Je suis resté là, tenant le cadre de la porte de ma maison, et j'ai parlé assez clairement pour que tout le quartier entende. Non, Spencer. La seule chose que je regretterai, c'est de t'avoir jamais laissé entrer. Le hall a disparu au bout de la rue, et avec lui, le dernier de son pouvoir sur moi. La voiture de patrouille a suivi quelques instants plus tard, puis le silence. Si vous avez écouté jusqu'ici, s'il vous plaît, faites-moi une énorme faveur et aimez cette vidéo et commentez le chiffre ci-dessous. Cela me fait savoir que vous êtes incroyable et cela me dit que vous avez été ici avec moi tout au long de ce voyage. Votre soutien est un encouragement massif pour moi. Alors s'il vous plaît, commentez avec un 1 pour que je sache que vous êtes là. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. La semaine après l'arrestation de Spencer a été étrangement, profondément calme. C'était comme l'air après qu'un violent ouragan soit enfin passé. Mon appartement, qui avait autrefois semblé si lourd de sa présence et de la tension qu'il créait, est soudainement devenu léger. La lumière du soleil semblait entrer plus chaleureusement. Le silence n'était plus suffocant. Il était réconfortant. C'était le son de la paix. J'ai passé les premiers jours à simplement être. Je réapprenais les plaisirs simples de vivre seul. Le dimanche matin, j'ai fait une cafetière entière juste pour moi, sans me demander s'il avait vidé les derniers grains sans me le dire. Je me suis assise près de la fenêtre dans mon fauteuil préféré, celui qui l'encombrait toujours de ses vestes, et j'ai lu un livre pendant 3 heures d'affilée sans interruption. Cet après-midi-là, j'ai décidé de réarranger les meubles du salon. C'était un acte physique de réappropriation de mon espace. J'ai poussé le canapé contre l'autre mur, déplacé la bibliothèque, créé une maison qui me ressemblait, à moi et à moi seul. Pendant que je travaillais, j'ai mis ma musique à plein volume. Toute la musique folk, lente et triste qu'il qualifiait toujours de déprimante, sans ses plaintes. La nuit, je m'étirais en diagonale sur tout mon lit juste parce que je le pouvais, sans me heurter à son corps agité et se débattant. La liberté, ai-je découvert, était silencieuse, et le silence était beau. Bien sûr, il y avait encore des échos de la tempête. Brenda, sa mère, a laissé quelques messages vocaux de plus. Ils oscillaient sauvagement entre me supplier d'abandonner les charges parce que je ruinais sa chance d'un bon avenir et me blâmer pour la chute de son fils. J'ai écouté le premier, puis j'ai juste commencé à les supprimer sans les écouter. Je ne leur devais rien. Ma dette de compassion avait été payée en totalité, et elle avait été remboursée par la trahison. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué ses cousins. J'ai bloqué toute personne qui faisait partie de son monde. Puis un soir, environ une semaine plus tard, mon téléphone a vibré avec un message. C'était de Garrett, l'ami de la salle d'escalade, celui que j'avais utilisé pour énerver Spencer. Je lui avais en fait envoyé un texto après cet appel téléphonique désastreux pour m'excuser, expliquant que mon ex était manipulateur et que j'étais désolé d'avoir mêlé son nom à cela. Il avait été incroyablement gracieux, me disant de ne pas m'inquiéter et espérant que j'allais bien. Son nouveau message était simple. Et, j'espère que les choses se sont calmées. Je voulais savoir si tu voulais prendre ce café cette semaine. Sans pression. J'ai fixé le texto pendant un long moment. Ma poitrine s'est serrée, mais pas d'effroi cette fois. C'était un battement nerveux, quelque chose qui ressemblait un peu à de l'espoir. Une partie de moi voulait dire non, me retirer dans mon monde sûr et silencieux pour toujours. Mais une autre partie,
la partie qui avait trouvé la force d'emballer 8 cartons et de changer les serrures, savait que je ne pouvais pas laisser le fantôme de Spencer dicter le reste de ma vie. J'ai répondu, j'adorerais. Quand nous nous sommes rencontrés, ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de bande-son cinématographique en arrière-plan. C'était juste agréable. C'était juste deux personnes assises l'une en face de l'autre à une petite table dans un café ensoleillé, sirotant un café, riant de petites choses. Il m'a posé des questions sur mon travail, sur ma famille, sur mon amour ridiculement geek pour les vieux romans de science-fiction. Et il a écouté. Il a vraiment écouté. Son téléphone rangé dans sa poche, ses yeux sur moi quand je parlais. La simplicité de la chose, le respect pur et simple de la chose, m'a semblé plus curatif que je n'aurais pu l'imaginer. Il n'y a pas eu de discussion sur les ex, pas de drame, juste une simple connexion humaine. Nous avons pris notre temps depuis, prudent mais stable. Quelques autres rendez-vous pour un café, une promenade dans le parc, une sortie à la salle d'escalade, où il m'a patiemment enseigné une nouvelle technique. Et peut-être, juste peut-être, je commence à me permettre de croire qu'un véritable partenariat existe. Pas le genre construit sur de la poudre aux yeux et de la manipulation, mais le genre construit sur une fondation de respect et d'honnêteté. Une nuit, il n'y a pas si longtemps, je me promenais dans mon appartement, un verre de vin à la main. Je me suis arrêté près de la porte d'entrée, la même porte où Spencer avait martelé ses poings, criant pour entrer. Le bois est de nouveau lisse. Je l'ai repeint dans une nuance de bleu joyeuse. Les fantômes sont partis. J'ai pensé aux paroles de mon père, celles qui semblaient prophétiques. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le du premier coup. Il m'a fallu du temps et beaucoup de douleur, mais je l'ai finalement fait. Spencer m'a montré exactement qui il était, un garçon dans un corps d'homme qui ne pouvait pas gérer les conséquences de ses propres actions. Et je l'ai cru. Le tout dernier texto qu'il m'ait jamais envoyé, juste avant que la police ne l'emmène, était cette menace, « Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi ». Et alors que je me tenais là, dans ma maison calme, paisible, aux portes bleues, j'ai souri parce qu'il avait raison. Je n'en trouverai jamais. Et Dieu merci pour ça. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté mon histoire.